et Jean Veil. Je crois que ce sont des gens qui sont perdus. Et en réalité, il me semble que on vit aujourd'hui dans un monde où l'antisémitisme, le racisme se développe. Nous nous trouvons dans une situation où les Juifs, pour parler d'eux, sont des citoyens français depuis 200 ans ou 230 ans. L'affaire Dreyfus s'est terminée en 1906. La Shoah a été clôturée en 1945. Et 75 ans après, on retrouve des réflexes qui sont les mêmes, en tout cas sur le vocabulaire. C'est une situation qui est tout à fait intolérable. Mais comme sont intolérables les gens qui manifestent contre le pass sanitaire avec accroché à leur veste ou à leur manteau des étoiles jaunes. Je me souviens de gens qui, en mai 68, protestaient contre le cri des étudiants, même s'ils étaient favorables aux étudiants, avec le cri qu'on ne pouvait pas admettre de comparer les CRS aux SS, qui était un espèce de slogan. Nous vivons aujourd'hui dans une situation où les gens sont perdus. Alors, tout ça est assez alimenté par un certain nombre d'hommes politiques, de situations politiques, et je trouve qu'il y aurait beaucoup de pédagogie à faire en classe, ensuite chez les étudiants, et la situation sur le racisme est extraordinairement inquiétante. Alors évidemment, ce qui se passe en Afghanistan ou ce qui se passe dans d'autres pays, notamment africains ou au Moyen-Orient, ajoute à cela. Mais si vous regardez la manière dont les attentats du 13 novembre sont en ce moment jugés, les attentats sont de 2013, nous sommes en 2021. C'est une situation qui est tout à fait anormale. Je ne reproche rien à l'institution judiciaire de faire une instruction qui va durer 7 ans, 8 ans. On va plaider cette affaire maintenant pendant 8 mois. On aura ensuite l'appel, puis la cassation, peut-être ensuite un deuxième arrêt de cassation. Et la justice, aujourd'hui, est totalement en panne sur ça. Oui. La situation est absolument extravagante dans la mesure où on parle de gens où simplement ma cliente a dit en se présentant que l'origine de ses parents était éventuellement étranger. Mais l'origine, c'est une origine lointaine, car en réalité son père est né à Marseille, il est militaire, sa mère travaille et s'occupe de gens qui sont malades, et ces gens sont totalement français, et d'ailleurs nés un certain nombre, on dit qu'ils ne s'en rendaient pas compte, qu'ils plaisantaient. D'ailleurs, il y a des gens qui sont des mineurs qui ne sont pas poursuivis devant ce tribunal. Alors je ne dis pas que tous sont perdus, je dis qu'il y a, comme toujours, des gens qui sont qui en emmènent d'autres, qui en conduisent d'autres, mais ensuite qui ne voient pas les plaisanteries et qui peuvent, ce qui apparaît comme une plaisanterie lointaine est insuffisamment sanctionné. La vérité, c'est que quand on s'aperçoit que, par exemple, Facebook intervient quand le président des États-Unis abuse et bloque son compte, les réseaux sociaux font leur travail. Quand les réseaux sociaux laissent des tweets qui sont venimeux, haineux et qui peuvent être sanctionnés par la loi, c'est une situation qui est inédite. Aujourd'hui, les plateformes n'étaient pas, ou les hébergeurs n'étaient pas présents. Nous verrons dans l'avenir ce qui peut se passer. Je réglerai ce problème avec ma cliente et
Je vous promets que je vous dirai ce qu'il en est le moment venu. Si on lit Émile Durkheim et l'autre jour Henri Leclerc, qui a été président de la Ligue des droits de l'homme, s'exprimait sur ce qu'est le problème de la peine. La peine, c'est quelque chose de très très compliqué. C'est pas en réglant le problème de la prison, sauf si on veut mettre les gens à l'abri en matière de précaution pour ne pas qu'ils récidivent. On ne peut pas, sur des problèmes qui sont des idées, mettre les gens en prison. On peut éventuellement leur donner de l'argent, mais comme en général ces gens n'ont pas d'argent, il faut trouver l'argent ailleurs. Et l'argent, c'est ceux qui le gagnent en exploitant ces écrits scandaleux qui sont faits par les gens qui ont comparu aujourd'hui devant le tribunal. Je trouve que les Français payent beaucoup déjà d'argent pour les impôts. Je ne suis pas absolument certain qu'ils souhaitent qu'on mette en prison, qu'on paye l'hôtel, le restaurant, les gardiens pour des délits de ce genre. Je pense que le système de l'école, de la pédagogie serait plus efficace et plus, à mon avis, plus efficace que ne pourrait l'être, par exemple, des jours où on est obligé de travailler, ce qu'on appelle les tiges, c'est-à-dire les travaux d'intérêt général, un certain nombre de choses qui pourraient être faites. Si vous regardez la situation des témoins, des prévenus aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vivent seuls, et par conséquent, ni la prison, ni le montant des amendes ne pourraient réparer le préjudice. Donc il faut le trouver ailleurs, et peut-être qu'on peut le trouver chez des gens qui utilisent des endroits favorables pour le calcul des impôts. Ilana Soskin, je suis l'avocate de la LICRA. Est-ce que c'est toujours difficile à dire? C'est vrai que certains ont exprimé un peu de regret, d'autres de l'incompréhension. Certains ont dit qu'ils ne savaient pas trop pourquoi ils avaient fait ça. Mais quoi dire d'autre devant un tribunal lorsque vous êtes poursuivi? J'y crois à demi-mot, surtout pour certains qui finalement revendiquaient le fait qu'elle avait exprimé une opinion politique alors qu'elle avait juste dévoilé ses origines. Il y avait une confusion évidente, volontaire ou non, entre les origines et les convictions politiques. Voilà, je crois à demi-mot aux excuses et aux formes de regrets qui ont été formulées. Les réquisitions ont quand même été assez dures à l'endroit des prévenus. Donc on espère surtout que cette audience sera pédagogique pour eux, que les internautes sachent que lorsqu'on est derrière un ordinateur et qu'on tweete, il y a des gens derrière, dans la vie réelle, qui reçoivent ces tweets, qui reçoivent ces injures, à caractère racial. C'est aussi important en termes de liberté d'expression, parce que quand on les injurie, on limite à eux-mêmes leur liberté d'expression. Voilà, ces prévenus doivent savoir qu'ils ont le droit de s'exprimer, qu'aujourd'hui on est dans une société où on a le droit d'avoir des idées, on a le droit de critiquer un gouvernement, tous les gouvernements. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est s'en prendre à une personne à raison de son origine, à raison de sa religion, parce que ça attaque la démocratie toute. Aujourd'hui, mais c'était important que je sois là. Oui, je pense que leurs excuses sont sincères. Par contre, c'est vrai que, comme j'ai dit, ça va être long pour que je leur pardonne, puisqu'il y a des séquelles encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai envie d'avancer et j'ai envie de les croire sincères sur leurs excuses. Alors ça, c'est pas à moi de le décider, c'est à la justice. Donc je fais confiance à 100% à la justice française. Et ce qui est important, c'est que le parquet, en fait, a reconnu en fait, la gravité des accusations, des choses qui ont été défendues par son avocat, et a demandé au tribunal de prendre des mesures sérieuses à l'encontre des prévenus. Bien sûr, le message principal, c'est bien sûr que toutes ces personnes qui se cachent derrière leurs écrans, derrière des comptes faux, arrêtent, puisque ça peut énormément blesser les personnes. Et comme je l'ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore blessée de ce qui s'est passé pendant l'aventure Miss France en décembre. Écoutez, je suis contente d'être venue. Je pense que c'était très important. Et puis, je vais de mieux en mieux quand même, parce que j'ai énormément de soutien. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis toutes ces attaques.
Donc c'est aussi grâce à eux. Tout à fait. Avec ce qui s'est passé, j'ai été un petit peu l'emblème de toutes les personnes qui ont subi des attaques antisémites, racistes. Et donc c'est pour ça aussi que je viens aujourd'hui les représenter à ce procès, tout simplement. Alexandre Braun, BRAEN, et je suis l'avocat aujourd'hui de SOS Racisme, de l'UEJF, de J'accuse et d'UMRA. Ce sont des dossiers qui sont un petit peu exaspérants parce qu'on voit un déchaînement de haine, de racisme, d'antisémitisme. Et si on devait croire les prévenus, on penserait qu'il y a du racisme, mais il n'y a pas de raciste. Parce que chacun dit « non, c'est pas moi, c'est les autres. C'était une blague, c'était du second degré, je luttais pour telle ou telle chose. » Eh bien, c'est faux. Tous ces gens-là, ce sont des racistes ordinaires. C'est ce que nous avons dit au tribunal. On a été frappé par le contraste entre la grande dignité de mademoiselle April Benayoun, qui est arrivée, qui n'était pas vindicative, qui a juste témoigné de ce qu'elle avait vécu, et d'autre part, de l'indignité des prévenus, qui, pour aucun d'entre eux, n'assume ce qu'il a fait. Il y a eu des excuses pour certains d'entre eux, qui sont très relatives, et qui viennent toujours dans une perspective de victimisation et de non-responsabilité. Le mea culpa d'une des prévenues m'a convaincu parce qu'elle a été extrêmement franche pour expliquer qu'elle s'en prenait à la victime du fait de ses origines. Alors paradoxalement, non pas du fait de ses origines juives, mais en ce qui concerne cette prévenue-là, des origines serbo-croates de la victime. Pour les autres, on était vraiment dans un discours de relativisation. Ce qui est important pour SOS Racisme et pour les associations antiracistes, c'est que la vérité judiciaire soit dite et que la justice passe. Donc, Maître Batik, avocat au barreau de Paris. Batik Mourad. Écoutez, mon client s'est vu pris dans un lot global et indissocié. Il n'y avait dans le tweet de mon client absolument aucun élément de nature injurieuse. Donc je pense que les réquisitions ont été extrêmement fortes. Je pense que le ministère public n'a pas été en mesure d'individualiser des peines qu'il a requis. Je trouve ça extrêmement dommageable. Je pense que dans cette audience, il y a eu énormément de confusion. Je pense que le maître mot de cette audience a été la confusion, puisqu'effectivement, on a mélangé les concepts, on a mélangé les principes et on a voulu envoyer un signal fort sans individualiser le rôle des uns et des autres, alors que ma cliente avait émis une idée politique qui n'est en rien une injure. Évidemment, on a eu une pensée et je salue encore le courage d'April Benayoun qui a fait œuvre de courage dans toute cette journée et lors de sa soirée Miss France, qui doit avoir un goût amer pour elle aujourd'hui. Ceci étant, on ne peut pas... Sous cette explication, on ne peut pas décemment condamner les uns et les autres parce qu'une victime aurait subi un préjudice qui est clair, qui est allégué et qui est sans aucune difficulté, mais on ne peut pas condamner les uns et les autres sans distinction et sans prendre le temps de vérifier si le tweet est effectivement une injure. Concernant ma cliente, il n'y a pas d'injure. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé la relaxe et j'ai toute confiance en la 17e chambre correctionnelle pour s'extraire de cette pression journalistique, de cette pression sociétale et de cette pression politique, puisqu'il y a eu une déléguée interministérielle qui est venue aujourd'hui et j'ai bon espoir que la 17e chambre relaxe ma cliente. C'était un tweet qui était dépourvu de toute injure et qui était simplement l'expression d'une idée politique. Alors, elle a émis des regrets immédiatement après la publication du tweet. Elle a émis des regrets en garde à vue et elle a réémis des regrets encore aujourd'hui à la barre. Elle a supprimé son tweet immédiatement si l'aspect équivoque de ce tweet pouvait ne pas être compris. Donc je ne vois pas bien ce que ma cliente aurait pu faire de plus. Il y avait, c'était un tweet qui appelait au boycott et qui était qu'une idée politique et qui à aucun moment ne visait la dauphine April Benayoun intuitu personae. Alors si elle a expliqué que si son tweet
avait été mal compris, avait été mal perçu, était équivoque, eh bien effectivement qu'elle s'excusait. Elle a d'abord retiré et supprimé son tweet. Elle a ensuite effectivement présenté des excuses et des regrets lors de son placement en garde à vue. Elle a enfin réexprimé des regrets et des excuses à la barre. Je crois qu'elle ne peut pas faire grand-chose de plus. C'est effectivement une personne engagée, qui est engagée dans le respect des droits humains et qui a effectivement aussi bien dénoncé la politique d'Israël, la politique de l'Arabie Saoudite, la politique du Qatar et la politique de ceux qu'elle considère comme non respectueux des droits. Ça veut dire qu'elle ne recommencera pas, ça veut dire qu'elle a supprimé son compte Twitter et ça veut dire que effectivement nous sommes dans une société où hélas exprimer une opinion en 140 caractères c'est impossible, voire difficile, voire impossible. Et donc, effectivement, elle a pris la leçon de cela. Et j'aurais aimé que la déléguée interministérielle nous explique un peu plus ce qu'elle compte faire pour éduquer la jeunesse, pour éduquer cette nouvelle génération qui est confrontée à des réseaux sociaux sans avoir les codes, sans avoir les règles du jeu et sans en connaître les risques. Et c'est ce que j'aurais voulu attendre du témoignage de la déléguée interministérielle qui n'a pas eu lieu aujourd'hui. Moi, je ne suis pas l'avocat ni le procureur concernant les autres tweets. Ceci étant, concernant ma cliente, j'estime et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé des conclusions en fin de relax, que son tweet n'est effectivement pas une injure, mais une opinion politique, l'expression d'une opinion politique.